sans transition, je vais maintenant avoir le grand plaisir d'accueillir mon ami Guillaume Pepy. Et puisque l'admiration... Et puisque l'admiration est une circonstance atténuante, je vais vous faire une confidence. Comme vous, certainement, la vie a mis sur mon chemin des femmes et des hommes exceptionnels, et Guillaume Pepy en est un. J'ai eu le bonheur et l'honneur d'être à ses côtés pendant près de 20 ans à la SNCF, où il m'avait notamment demandé de porter les couleurs de la sécurité ferroviaire, premier service de sûreté du pays. Il fait partie de ces patrons bâtisseurs qui savent mieux que quiconque que le rôle du chef est d'emmagasiner du stress et de restituer de l'énergie. J'espère que c'est ce que tu vas faire ce matin. C'est ce qu'il a fait pendant plus de 10 ans à la tête de la SNCF, l'une des plus belles entreprises ferroviaires du monde, mais que les Français adorent détester, dans le cadre d'une relation d'amour-vache, mais comme tu le dis souvent, l'amour-vache, c'est d'abord de l'amour. Guillaume est aujourd'hui le président du conseil d'administration d'Orpea, et ce sont Chloé Triomphe, salut Chloé, bonjour. Et Alain Acco, bonjour Alain, dont ceux qui aiment surtout l'Europe d'avant. Europe, la station de radio, pas l'Union européenne, reconnaîtront leur voix. Chloé, Guillaume, Alain, je vous laisse la place, et avec un peu de solennité, je déclare ouvert le 26e colloque du CDSE. Je vous remercie. Oui, non. Merci beaucoup Stéphane et bonjour à tous. Guillaume Pepy, bonjour Guillaume Pepy. Bonjour, ça vous entend bien? Ouais. Bonjour, vous m'entendez? Ouais, super. Est-ce qu'on pourrait mettre un peu de lumière dans la salle, parce que moi je ne vois qu'un vaste fond noir. Ça serait bien de voir la salle si la régie peut s'en occuper. Ah bah voilà. Ah voilà, c'est plus convivial. Bah voilà. Ah bah oui. Voilà. Finalement, il y a du monde. Finalement, il y a du monde. Voilà, exactement. Stéphane l'a dit, Guillaume Pepy. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Et bon, on vous en prie, on est très heureux de vous accueillir. On va pas refaire votre CV puisque... Non, c'est bon. En 4 lettres SNCF. Et c'est avec cette expérience de dirigeant que vous allez nous parler de votre vision de la crise, de la multicrise, surtout quand on est à la tête d'une entreprise comme la SNCF qui a la chance ou la malchance, ça dépend des moments et des points de vue, d'être aussi exposé dans les médias et dans la société. On va commencer par vous demander votre définition du mot crise. Vous dites vous-même que c'est un mot valise. Oui, alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tous vous saluer parce que vous avez une fonction absolument, on va dire, vitale, pour paraphraser ce qu'a dit Stéphane Volant il y a quelques instants, et puis une fonction qui est vraiment en très grande transformation permanente, ce qui fait que je pense que vos rendez-vous annuels font vraiment sens. Et encore une fois, j'ai l'impression que la journée, telle qu'elle a été décrite, va être super intéressante. Oui, moi j'interviens vraiment comme, je dirais comme, non pas comme expert, vous êtes des experts. Moi je ne suis pas du tout expert, j'ai un témoignage. Voilà, j'ai une expérience, elle vaut ce qu'elle vaut, et c'est dans ce cadre-là, et donc prenez ce que je dis avec ces limites-là. Je ne suis pas un expert. Oui, la définition de la crise, c'est un mot valise, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, on trouve 20 situations de crise à évoquer chaque jour. Il me semble que dans votre fonction de directeur de sécurité ou dans des fonctions qui sont des fonctions de président ou de directeur général, la crise, c'est quelque chose qu'il faut être capable de définir. Parce que si on qualifie tout de crise, on est complètement perdu. Personnellement, moi, je tire de mon expérience le fait que la crise, c'est peut-être avant tout quelque chose d'inédit. C'est-à-dire qu'il y a des signaux faibles, il y a des perceptions qui font que la situation à laquelle on va être confronté, c'est pas quelque chose qu'on a repéré, pour lequel on s'est entraîné. Si on s'est entraîné, moi j'ai tendance à dire c'est pas une crise, ou très largement pas une crise. En revanche, quand vous êtes monsieur Beignet et que vous trouvez dans du lait infantile des petites traces de quelque chose et que vous avez une situation qui explose en peu d'heures, oui, c'est une crise. Quand vous êtes patron de Total et puis qu'il y a un de vos prestataires qui transporte des produits pétroliers dans un navire qui s'appelle l'Erika qui s'échoue, au moment où il s'échoue, peut-être que ça, c'est pas arrivé depuis le Torrey Canyon ou la Moco Cadiz, donc on pourrait qualifier ça de crise. Donc pour moi, la définition, c'est que c'est quelque chose qui est inédit
et qui donc vous laisse un peu sans voix, et qui va forcément vous amener dans une situation hautement inconfortable. Et c'est vrai que admettre que c'est une crise, c'est pas facile. On préfère le déni de la crise. D'ailleurs, c'est ce que Emmanuel Beignet ou le patron de Total de l'époque avait commencé par faire. C'est dire non, mais c'est pas une crise, c'est mon prestataire, ou c'est pas si grave que ça. Sauf que, voilà, la crise, c'est quelque chose qui va à un moment vous interpeller, vous saisir et vous laisser un peu désarmé. Alors même si on n'a pas très envie d'avouer que c'est une crise, il faut quand même choisir une posture dès le départ. Et pour vous, il faut être sincère dans les prises de position, dans la communication. Est-ce qu'il faut dire la vérité ou est-ce qu'il faut simplement être sincère ? Ce qui est compliqué, alors je parle vraiment avec une interaction avec vous, hein, parce qu'on peut débattre de ce que je vais dire. Moi, ce que je ressens, c'est que quand on est face donc, à cette entre guillemets crise que je viens de définir, personnellement, moi j'ai cherché toujours à faire deux choses. D'abord, la première chose, c'est assumer, et la deuxième chose, c'est essayer de créer de la confiance. Le assumer, ça veut dire accepter que la crise, en gros, va interpeller tellement fort le directeur de la sécurité ou le COMEX ou le président qu'il faut avant tout assumer. Publiquement. Faire face. Mais en interne ou vis-à-vis de l'extérieur ? 360. C'est-à-dire il faut accepter que l'entreprise et ses dirigeants sont interpellés. Autrement dit, on ne peut pas se planquer, on ne peut pas désigner quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un souvenir, par exemple, en 2018, il y a un transformateur de Enedis ou de RTE, je ne sais plus, qui crame pas très loin d'ici, à 500 mètres, devant le siège d'Accor. Et il crame vraiment. Sauf que ce transformateur, c'est celui qui alimente la totalité de la gare Montparnasse. Et comme d'hab, la tartine tombe toujours du mauvais côté. On est un samedi matin, départ en vacances, patin couffin, plus de train. C'est vrai que vous avez tendance à dire je vais aller à la radio ou à la télé pour dire que c'est de la faute de RTE ou de Enedis. C'est pas ma faute. Oui, et puis rationnellement, vous avez raison. Sauf que, en réalité, il faut assumer le fait que vous avez je ne sais combien de dizaines de milliers de personnes dans le public et dans les clients qui sont en rade. Et donc, il faut accepter d'assumer, même si ce n'est pas de votre responsabilité. Puis la deuxième chose, le deuxième mot, c'est confiance. C'est que, pour moi, la crise, c'est avant tout quelque chose qui est émotionnel. Ce qui se passe, c'est essentiellement des émotions. Oui, bien sûr, il y a des sujets techniques, il y a des sujets d'organisation, il y a des sujets de rétablissement de la situation normale, des sujets de sûreté, bon. Mais c'est d'abord des émotions, sinon ça ne serait pas vraiment une crise. Et donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à créer tout de suite une relation de confiance. La relation de confiance, elle passe pour moi par 2-3 choses qui ne sont pas habituelles, parce que généralement, les DIRCOM, et merci de leur boulot par ailleurs, mais ils fournissent des éléments de langage. Et les éléments de langage, on n'est pas sur l'émotion, et on n'est peut-être pas complètement sur les 2-3 choses auxquelles je crois. Je crois à la transparence. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une situation de crise, les premiers mots, ils doivent être sur les faits. Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'avion BZF, il y avait combien de personnes, il y avait ceci, il y avait cela. Et puis l'engagement de dire, une première enquête est engagée, on a fait des premiers constats, etc., etc. Une transparence. Et 2, une reconnaissance de responsabilité morale. C'est ce que vous avez fait. Oui, enfin c'est ce que j'ai fait, mais d'autres l'avaient fait à la SNCF. C'est-à-dire, pour l'accident de Brétigny, par exemple ? Bien sûr, quand vous avez un train corail et maintenant le jugement est intervenu et a reconnu la responsabilité pénale de la SNCF, mais à l'époque, c'est la responsabilité morale qui importe. Quand vous dites nous sommes évidemment responsables moralement de ce qui arrive, on dit c'est pas une boîte. C'est pas une équipe qui est en train de fuir, qui est en train de se planquer. Mais quand on dit « je suis responsable moralement », est-ce que l'opinion publique, les médias, pardonnez-nous, n'entendent pas « je suis pénalement responsable » ? Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs pour ça que les juristes dont nous sommes tous entourés dès qu'on bouge de petits doigts vont dire au directeur de sécurité que vous êtes, ou au patron, surtout patron, d'abord planquez-vous,
Parce que si vous vous mettez en première ligne, vous vous exposez. Mais je pense qu'il faut faire l'inverse. Je pense qu'il faut s'exposer. Pas de fusible. Et la deuxième chose, on va y revenir, mais personnellement, c'est ma conviction. Et puis la deuxième chose, le juriste va dire, surtout pas un mot sur le fait que vous assumez, que l'entreprise se sent responsable. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Parce que cette responsabilité morale, c'est elle qui va créer de la confiance. En disant, j'ai face à moi, non pas un monstre froid, une institution, mais j'ai face à moi des hommes et des femmes qui sont conscients que quand on prend un billet d'avion et qu'on tombe quelques heures plus tard dans l'océan parce qu'il y a eu un problème, ou lorsqu'on prend un billet à la gare d'Austerlitz et que le train déraille quelques minutes plus tard, c'est pas une situation normale, c'est pas prévu comme ça, et le transporteur, il a donc sa responsabilité morale. Avec votre casquette de patron, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, là, vous avez traversé, vous avez assumé plusieurs crises à la SNCF, et vous avez une vision engagée du rôle du PDG. Vous dites qu'il faut qu'il s'engage, à minima qu'il ne se cache pas, hein, je reprends les mots que vous avez dit tout à l'heure. S'engager, c'est-à-dire vraiment s'exprimer publiquement. Tous les PDG peuvent le faire, on savent le faire. Pour moi, ce n'est pas d'abord une question de com'. C'est d'abord une question de, comment est-ce qu'on dirait, de pilotage ou de gestion. Quand on est face à une crise, vous, les directeurs de sécurité, ou les COMEX, ou le patron, on peut avoir tendance à déléguer ça à des gens dont on répute que c'est le métier. Alors des gestionnaires de crise, des porte-paroles de crise, des salles de crise. Et à ce moment-là, on se dit, ben, non mais c'est bon, on a formé des gens, c'est leur boulot. Sauf que l'inconvénient, c'est que quand la crise est substantielle, c'est pas une affaire d'experts, c'est une relation émotionnelle entre une entreprise ou une institution et le public en général. Et personne ne considère qu'il faut sortir l'expert de la crise en disant « Tiens, toi, on va te demander de gérer le truc et d'aller devant les médias ». Moi, je pense qu'il faut faire un peu l'inverse. Je crois à deux, trois choses. La première des choses, c'est que je pense que les patrons que vous êtes, que nous sommes, ils doivent avoir, en utilisant l'expression un peu anglaise, qui est eyes on et hands off. C'est-à-dire que les patrons ne doivent pas être ceux qui pilotent la crise, mais ils doivent tout voir pour se donner un temps d'avance. Parce que malheureusement, en temps de crise, c'est souvent les paranoïaques qui ont raison. Ceux qui ont tout anticipé. Ceux qui ont anticipé le fait que cette situation, elle risque de dériver vers le worst case. Et que ce que l'on craignait va effectivement se produire ensuite. On vous a dit qu'il y avait quelques personnes blessées, que malheureusement, il y a quelqu'un qui est en très très mauvaise situation ou très blessé. On vous avait dit qu'il y avait plein de gens sur place, et puis tout d'un coup, vous voyez sur Insta un petit bout de vidéo qui montre qu'en réalité, il y a 3 pelés et 2 tondus sur place 10 minutes après l'incident ou l'accident, et que donc, c'est pas extraordinaire. On vous avait dit que les familles étaient prises en charge, puis vous trouvez des témoignages qui vous disent que non, à l'heure actuelle, les familles sont pas prises en charge. Donc, je pense que les patrons doivent être en première ligne. Ils doivent être en première ligne aussi pour assumer, pour moi, les messages. Mais assumer les messages, ça veut dire, pour moi, incarner. C'est-à-dire incarner l'institution ou l'entreprise. Par exemple, on est l'armée, on est la police, et puisque moi je suis un homme libre, ce qui s'est passé au Stade de France avec le ministre de l'Intérieur, que tout le monde dans cette salle, et moi en particulier, apprécions beaucoup, mais avec Gérald Darmanin, c'est un cas d'école d'une gestion de crise qui n'a pas du tout fonctionné. On a d'un côté une institution qui tient un discours, et de l'autre côté le réel qui dément point par point, seconde par seconde, ce que dit le ministre de l'Intérieur, avec des témoignages en pagaille. Donc, à un instant, ça devient une vraie crise. Franchement, les incidents qui se passent sont très très graves, mais la crise... Les incidents devant le Stade de France. Oui, mais la crise, elle résulte de la mauvaise gestion de crise. Mais là, pour le coup, ou du déni, ou du mensonge. Mais là, pour le coup, il a assumé, il a incarné, mais il s'est trompé.
Alors, je n'ai pas décrypté, hein, je veux être modeste, mais ce que je sais, c'est que probablement l'institution a fonctionné de façon très classique, en relativisant, en trouvant un bouc émissaire qui était ces fameux supporters dénués de billets, mais ça n'a pas complètement fonctionné parce que ce n'était pas complètement le réel. Et encore une fois, le rôle du patron que vous êtes, vous, directeur de la sécurité ou d'autres, c'est d'être dans le réel. Et il y a une très jolie citation que j'ai trouvée en préparant, qui vient de Guillaume Faury, le patron d'Airbus. Il dit les choses suivantes, Guillaume Faury, si j'arrive à retrouver... Voilà. Guillaume Faury dit, les lois de la... Alors, il est ingénieur, hein, c'est un très très grand patron, le patron d'Airbus. Il dit, les lois de la physique ne répondent pas aux décisions des managers. Il faut assumer de regarder les choses telles qu'elles sont dans la crise et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Bah, tout est dit. On a bien compris, Guillaume Pépi, le rôle que doit assumer le dirigeant, la place qu'il doit prendre. Mais enfin, il faut quand même qu'il s'appuie sur ses équipes, sur les experts en sécurité et sûreté dans son entreprise. Au moment d'une crise, quelle doit être la place de chacun et quelle oreille, quelle écoute pour ces directeurs sécurité et sûreté? Oui, ça c'est un point difficile. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment des réponses certaines. Je pense que, effectivement, en situation de crise assez grave, et nous à la SNCF, mais tous les transporteurs en ont eu, tous les producteurs d'énergie en ont, tous les grands services publics en ont, toutes les institutions de sécurité ont des très grandes crises. Il faut avoir une organisation qui fasse la place à tout le monde, aux experts de sécurité, que vous êtes toutes et tous, c'est sûr, qui êtes dans cette salle, mais il faut aussi accepter la confrontation avec d'autres points de vue. Et par exemple, l'interne, le terrain, il a forcément énormément de choses à dire. Or, d'habitude, on dit au terrain, tais-toi, c'est trop important, toi, on n'a pas besoin de toi. Le terrain, souvent, il a des réflexes, il a des façons de faire, parce qu'il est habitué aux petites crises de terrain qui sont extraordinairement utiles. Et puis le terrain, il a une chose formidable, c'est que c'est le meilleur porte-parole. Si dans une crise, vous donnez la parole à quelqu'un du terrain, un patron local de quoi que ce soit, qui explique avec ses mots et avec sa sincérité ce qui est en train de se passer, le message passe forcément 50 fois mieux qu'avec un porte-parole qui a des techniques de communication qui sont des espèces d'énormes ficelles, que tout le monde voit, c'est-à-dire c'est cousu avec une énorme ficelle, sans parler d'un patron qui, lui, forcément, va essayer d'être dans la sous-estimation, va essayer d'expliquer que, en fait, les responsabilités sont diverses, que l'enquête dira, etc., etc. Donc, le terrain a une place, l'interne a une place considérable, et personnellement, moi, je crois aussi beaucoup à la confrontation des points de vue dans une salle de stratégie dans laquelle vous acceptez, une fois que la porte est fermée, qu'on s'engueule sur ce qu'il faut faire. Qu'on s'engueule sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'au lieu que tout le monde attende que le patron lève un sourcil pour dire c'est plutôt ça que ça, que les points de vue les plus divers s'expriment, que des gens viennent dire non mais moi je pense qu'il faut faire plutôt ça, que quelqu'un dise jamais de la vie, j'ai le point de vue exactement inverse, et c'est de la discussion contradictoire souvent que viennent les bonnes idées de gestion de crise. Cette fonction de directeur sécurité sûreté d'entreprise, comment vous l'avez vu évoluer pendant toutes vos années, notamment à la SNCF? Est-ce que vous pensez qu'elle a changé, qu'elle a désormais un rôle peut-être plus stratégique qu'autrefois, et même un rôle de business partner pour la bonne marche économique de l'entreprise, au-delà de la simple sécurité sûreté? Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Moi, ce que j'ai vu pendant les 10 ans, c'est que cette fonction que Stéphane Volant supervisait et qu'il a magnifiquement supervisée, c'est qu'elle a été presque transformée en peu d'années. D'abord, je pense qu'il faut qu'on soit clair sur le fait que les directeurs de la sécurité, ils sont d'abord des électriciens, des cheminots, des militaires, des gendarmes, avant d'être des hommes, des experts spécialistes. C'est-à-dire qu'ils font partie de la mission
qui est dévolu à EDF, à RTE, à Air France, à SNCF, à qui que ce soit. Autrement dit, ils sont d'abord des professionnels du métier avant d'être des experts de sécurité. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut qu'ils soient au service des publics, au service des clients, et ensuite qu'ils aient un apport en matière de sécurité qui est particulier. Mais ça a évolué au fil des années? Ça, je pense que ça a évolué parce qu'on pouvait avoir l'idée inverse, c'est-à-dire d'avoir des shérifs et des cow-boys dans les boîtes ou dans les institutions en disant j'ai embauché un shérif, j'ai embauché un cow-boy. Mais quand on embauche un commissaire, quand on embauche un gendarme, quand on embauche un directeur de la sécurité, il doit d'abord être un salarié, entre guillemets, comme les autres, au service de la mission de l'entreprise, au service des clients ou du public. Et la deuxième chose qui a changé, que moi j'ai trouvé formidable, c'est les prérogatives dont les responsables de sécurité, les équipes de sécurité sont maintenant dotés. Avant, c'était quand même pas grand-chose, et maintenant les lois ont changé, il y a beaucoup de prérogatives avec un seuil qu'il ne faut jamais franchir, qui est que nous ne sommes pas, vous n'êtes pas la police nationale, vous n'êtes pas la police municipale, et donc aussi loin que possible, sans jamais tomber dans la, entre guillemets, police privée, qui serait une limite à ne pas franchir. Puis la troisième chose qui a changé pour moi, c'est d'assumer le coût de la sécurité. Ça, c'est quelque chose dont moi, je n'avais pas conscience. Et pour vous donner un chiffre, à la SNCF, on est dans la zone des 400 millions d'euros. Pour la sécurité? Pour la sécurité, oui. Alors, chez nous, on appelle ça sûreté, par différence à la sécurité, qui est la sécurité, entre guillemets, ferroviaire. Mais peu importe le terme. C'est en gros 1 million d'euros par jour. L'intérêt de ce chiffre, c'est que d'abord, c'est une masse d'argent absolument considérable. Mais pour le dire, et je ne sais pas si ça plaira à vous tous dans la salle, ces chiffres-là, ça impose sans arrêt d'expliquer et de challenger l'efficacité de cette dépense. De la même façon que quand on parle de la police et de la gendarmerie, on ne manque jamais de dire que les plantons, ça ne sert à rien. Il faut regarder concrètement comment chaque euro en matière de sûreté est dépensé et est-ce qu'on pourrait le dépenser, oui ou non, de façon plus efficace. Et il ne peut pas y avoir de tabou sur ce sujet. Donc les directeurs sécurité-sûreté doivent aussi être des gestionnaires près de leurs sous? Oui, ils sont déjà des gestionnaires, mais surtout, ils doivent être des obsédés de l'efficience, entre guillemets, de l'euro dépensé. Parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est bien que ça soit beaucoup d'argent, mais quand même, ça mérite à chaque fois d'être changé. Est-ce qu'on peut tirer après coup une leçon de la crise et voire même un bénéfice pour une entreprise? Moi, ce que j'ai ressenti de mon expérience, c'est que malheureusement, et pour faire un propos un peu provocateur, dans certains cas, la crise démarre vraiment quand c'est fini. C'est-à-dire quand il y a un retour à la normale, on a tous tendance dans nos métiers à dire « bon, c'est bon, je viens de bousiller un week-end, je viens d'y passer 2 soirées, mes équipes sont à plat, tout le monde rentre à la maison et puis on se revoit dans 2 jours. » Bon. C'est un moment risqué en fait. Et c'est malheureusement à ce moment-là qu'une autre crise ou une crise plus violente, parce que le système médiatique est fait de telle sorte qu'à peine la situation revenue à la normale, on va chercher le bouc émissaire et on va surtout chercher quelle est la polémique qui va pouvoir prolonger un petit peu le traitement médiatique. Voilà, prolonger l'adrénaline. On connaît un peu ça. Et quand vous regardez les choses, on dit en anglais « there is no free lunch », il n'y a pas de crise gratuite. C'est-à-dire que s'il y a une crise, on va forcément chercher ensuite une polémique qui viendra prolonger l'impact émotionnel de la crise. Et donc ça, c'est extraordinairement difficile, parce qu'il faut être capable de gérer ce moment-là, alors qu'on est épuisé, qu'on en a marre, que la polémique paraît absolument débile. Parfois. Souvent. Okay. Débile. Mais oui, parce qu'elle est inventée souvent. Elle est inventée à chaud, en disant c'est quoi le sujet qu'on va pouvoir sortir, c'est quoi les responsabilités, etc. Alors que on devrait là-dessus prendre un peu de temps, réfléchir, Bon, on y va tout chousse. C'est l'immédiateté en fait qui vous crée c'est l'espèce d'urgence qui rend les gens un peu idiots. En interne, la crise, est-ce que c'est aussi un révélateur des forces qu'on n'imaginait pas? Je pense aux forces des ressources humaines.
Des gens qui se révèlent et puis d'autres éventuellement qui s'écroulent, sur lesquels vous comptiez et qui n'assument pas ou ne sont pas à la hauteur de vos espérances. C'est une évidence que de dire que la crise, elle met à nu l'organisation. Il y a des gens qui se révèlent par leur intelligence émotionnelle, je dis bien émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qui se joue. Il y a des gens qui sont capables de sortir des éléments de langage et des analyses juridiques pour se mettre à la place du public, se mettre à la place des clients, se mettre à la place des citoyens. Et puis il y a des gens qui parfois sont élevés dans la hiérarchie et dont vous dites « Waouh, non, ça ne le fait pas du tout là ». Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça ne le fait pas du tout. Beaucoup de gens disent que, en quelque sorte, vive la crise, c'est-à-dire que ça permet managérialement de faire un peu le tri entre les gens qui ont un potentiel énorme, 360 degrés, de piloter des grandes business units ou des boîtes, et ceux qui ont certes une expertise, mais qui ne vont pas être capables d'englober cette dimension-là. Il faut encore redire que ce qui est la caractéristique de la crise, c'est l'émotion. J'ai encore 2 secondes pour donner un exemple. Tout à fait. Quand vous avez un train qui a un grand retard, là, moi je ne peux pas dire que c'est une crise, parce qu'il y en a tout le temps. Donc je ne vois pas très bien en quoi le retard de 7 heures d'un train serait une crise. Non. Sauf que, oui, il y en a tout le temps. Donc, sauf que, quand vous êtes en plein hiver, un week-end, qu'il y a une actualité où il ne se passe rien, et que c'est un train corail tiré par une locomotive qui, du côté de Montpellier, est 7, alors qu'il neige du côté de Montpellier 7, voilà déjà un événement cosmique. Il neige du côté de Montpellier 7, mais il neige beaucoup. Et que ce train se trouve bloqué par la neige, à quoi on pense ? C'est évidemment l'Orient Express perdu très 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 loin, en Transylvanie, en Sibérie, etc. Et quand en plus un journaliste de France 2 arrive avec ses raquettes et ses machins dans le train, il arrive à 6h du matin, il réveille une vieille dame qui dort et il lui dit « Madame, est-ce que vous avez peur ?» etc. Et qu'évidemment, la vieille dame qui a 85 ans, quand on lui demande si elle a peur, elle répond que oui, elle a peur évidemment. Et que ça fait le tour en boucle, là vous avez les ingrédients émotionnels d'une crise énorme sur lesquels aucun élément rationnel ne va pouvoir répondre. La seule réponse, elle est émotionnelle, elle est dans le fait, carrément on est dans Agatha Christie, d'envoyer une colonne de secours avec des bons cheminots de l'entreprise qui vont apporter, des pains au chocolat, des croissants, et qui vont eux aussi faire le trajet du journaliste de France 2, sauf qu'ils vont le faire avec du matériau pour être aux côtés des gens. Et donc on est dans des éléments sans arrêt émotionnels. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, et c'est ça la leçon principale. Peut-être une dernière question, Guillaume Pépi. Est-ce que, de mémoire, à la SNCF, quelles sont les crises les plus complexes que vous ayez eu à endosser et à assumer ? Il y en a eu tellement. Vous parlez pas des trains en retard, des vraies crises. Bon, il y a évidemment la catastrophe de Brétigny, c'est évident, parce qu'il y a eu 7 personnes tuées et des centaines de blessés. Mais j'en prendrai une autre plus légère, parce que je ne vais pas quand même complètement plomber l'ambiance. C'est une crise, et moi j'ai été complètement dans le déni. Un jour, je peux prendre 3 minutes ? Oui. Il vous en reste 3:30. Il me reste 3:30. Ok, super. Et il est moins de 10h15, parce que j'ai un train. Mais il va partir à l'heure, celui-là. Bon, alors, non, c'est une histoire rigolote. Un jour, genre mardi soir, parution du Canard enchaîné, paraît dans le Canard enchaîné une petite info disant en substance la SNCF a acheté des trains qui ne peuvent pas rouler sur le réseau. Et puis, il y a un petit article qui fait 20 lignes, disant que la SNCF a acheté des trains, mais que ces trains, il va falloir adapter les voies, adapter les quais, parce que ça ne marche pas, etc. Et tout le monde lit ça avec un peu de bonheur, en disant c'est rigolo. Ils ont acheté des trains trop grands, trop larges. Alors, sauf qu'il y a une fille géniale de l'AFP qui prend cet article, qui est plutôt rigolo, mais pas beaucoup d'intérêt, et elle titre sa dépêche « Les trains trop larges ». Elle a trouvé, alors je passe sur la dimension, graveleuse, des choses trop larges qui ne passent pas et qui ont évidemment amusé
tout le monde dans le côté un peu rigolo de cette expression, les trains trop larges. Et le lendemain matin, cette info, dans une actualité complètement inexistante, cette info prend une ampleur extraordinaire. La SNCF est tellement bête qu'elle a acheté des trains trop larges qui ne passent pas sur les voies. Et qui ne passeront pas les tunnels, etc. On imagine. Alors c'est moi, l'énormité, honnêtement, j'ai du mal à m'y intéresser parce que je ne vois pas monsieur et madame Alstom ou monsieur et madame Bombardier construire des trains qui ne respectent pas les règles de gabarit. Et puis après tout le monde a un double décimètre pour calculer quelle est la largeur du train et savoir si ça passe ou si ça ne passe pas. Sauf que, deuxième coup génial, Ségolène Royal, qui est beaucoup regretté en politique pour sa capacité d'analyse, est interrogé là-dessus dans la cour de l'Élysée pour aller au Conseil des ministres. Et Ségolène Royal sort une deuxième énormité qui est de dire, évidemment, je suis extrêmement choqué, parce qu'elle est toujours choquée. Donc je suis extrêmement choqué, et il va y avoir des enquêtes, et il va falloir que chacun assume ses responsabilités. Sous-entendu que le crétin qui dirige la SNCF soit viré ou démissionne. Bon. Et alors là, vous aviez déjà un bruit certain sur les radios. Là, vous avez une explosion qui est qu'aux 13h, tout le monde dit la ministre a demandé la démission du patron de la SNCF. Et là, moi, je suis encore dans le déni. Parce que ça commence à m'énerver, un débat aussi débile. Mais j'ai tort. Je n'arrive pas à assumer le truc. Troisième étape l'après-midi, il me reste 48 secondes. Cette fois-ci, c'est le journal de 20h, le présentateur qui m'appelle, il dit « Est-ce que tu veux venir t'expliquer au journal de 20h ?» Là, la moutarde explose, je lui dis « M'expliquer de quoi ?» On n'achète pas des trains trop larges. Et j'ai évidemment eu tort, et je ne suis pas allé au journal de 20h. La crise a vraiment pris de la substance. Il y a même eu une commission d'enquête au Sénat, 8 jours plus tard, avec un rapport épais comme ça, qui a évidemment démontré que les trains n'étaient pas trop larges, mais qu'en réalité, il y a une interaction entre la voie ça bouge, quand vous avez une voie qui a été construite 30 ans avant, au bout de 30 ans, l'hydraulique, le vent, la sécheresse, tout ça, ça fait bouger de quelques centimètres. Donc si vous amenez un nouveau train, de temps en temps, il faut vérifier que tel poteau, il n'est pas un peu trop près, à quelques centimètres près. Donc cet exemple montre que malheureusement, la crise, et celle-ci était violente, démission, machin, enquête parlementaire, ça part parfois de choses absolument inimaginables. Il y a une dimension émotionnelle qui est extrêmement puissante, et il faut accepter que les directeurs de la sécurité que vous êtes, que les COMEX, que les patrons, acceptent cette dimension irrationnelle qui fait partie de la crise. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Guillaume Pépy, on va vous laisser aller prendre votre train. Merci à vous. Guillaume Pépy, fidèle à lui-même, avec beaucoup d'histoire, toujours beaucoup d'humour, et certain que son train partira à l'heure.